Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Vous êtes engagé depuis de nombreuses années dans le mouvement syndical pour protéger et renforcer les droits des travailleurs et pour la justice sociale. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à rejoindre le mouvement syndical? Je voudrais d'abord vous remercier le BIT pour l'opportunité que vous m'offrez pour qu'on puisse échanger sur une question qui est pour moi une question essentielle, la justice sociale. Alors, j'ai fait le choix. Vous savez, dans la vie, il faut avoir un idéal. Et pour moi, l'établissement du travail décent et de la justice sociale dans la cité est un idéal. On se bat pour un idéal et c'est ça qui justifie aujourd'hui, quand bien même je ne suis pas loin de ma retraite, de continuer à me battre. Et d'ailleurs, je continuerai le combat jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est un combat passionnant. Voilà. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de ce combat et de l'idéal. Pour un jeune qui regarde cet entretien et qui souhaite entrer dans le mouvement syndical, quel message vous souhaiterez lui adresser? Alors, d'abord, il faut dire qu'en Afrique, nous travaillons pratiquement dans le secteur formel, où il y a moins de 10% de la population active. De l'autre côté, 90% se trouvent dans l'informel, qui se battent chaque jour. Et cette population qui se bat chaque jour, qui se trouve dans les champs, qui se trouve sur les marchés, il faut avoir un regard pour cette population. Mais mieux, pour que ce regard soit un regard qui motive, dans un premier temps, au niveau du secteur formel, j'ai privilégié lancer l'activité syndicale à fond à travers la liberté syndicale. Pour que le travail décent que j'appelle de tous mes voeux soit une réalité concrète. Parce qu'il faut un jour que nous qui sommes les affiliés de l'OIT, il faut que nous nous battions pour traduire en réalité les recommandations de l'OIT. C'est en ce sens que je dis, au niveau du secteur formel, il faut se battre. D'habitude, ils ont déjà un salaire, qu'ils soient travailleurs du privé ou travailleurs du secteur public. Mais est-ce que ce salaire, compte tenu du coût de vie, reflète la réalité? Non. Donc, il faut se battre donc à travers l'activité syndicale pour lutter dans les règles de l'art en respectant la réglementation nationale, les conventions que le pays s'est données, la non-application, il faut lutter pour ça. Si le pays a signé une convention qu'il ne respecte pas, mais il faut se battre. S'il y a une loi qui est prise, qui essaie de restreindre l'application de la loi, il faut se battre pour ça. C'est le cas chez nous en Côte d'Ivoire, où la loi de 1992 qui a été prise, cette loi restreint la liberté syndicale. Parce que dans son application, il dit quoi? Pour le droit de grève, on doit vous délivrer un récépissé. Un récépissé avant d'aller en grève. Ironie du sort. Ben, en réalité, aujourd'hui, on a laissé faire. On a laissé faire. Quand je dis laisser, les aînés ont fait leur bataille. Il nous appartient, nous qui sommes là, de faire la nôtre. Et pour que les choses changent, il faut véritablement lutter pour que les choses changent. Et cette loi, par exemple, de 92, qui restreint la liberté syndicale, doit changer en Côte d'Ivoire. Et là, nous allons porter une requête en bonne et due forme au niveau de l'OIT pour que cette loi, parce qu'on nous donne la liberté syndicale d'une main à travers la constitution du pays, et de l'autre côté, dans son application, on nous la retire. Ça, c'est pas... Alors que pour pouvoir atteindre le travail décent, des salaires de qualité, c'est la liberté syndicale. Si déjà il y a un handicap, il y a un blocage pour l'exercice de l'activité syndicale, ça veut dire que c'est le travail décent qui est en souffrance. Parce que s'il ne peut plus faire d'activité, le travailleur va s'apparenter, le travail devient de l'esclavage. Parce que s'il n'y a plus de dialogue social, nous ne sommes plus dans un travail décent. Les deux sont bipés en ce moment-là. On ne peut pas avancer. Et c'est pourquoi on se bat pour que les choses changent,
pour que les générations futures puissent avoir les instruments de qualité pour pouvoir donc améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'il faut lutter pour la justice sociale. Vous avez évoqué tout à l'heure l'importance de l'économie informelle, mais aussi du respect de la liberté syndicale. D'après votre expérience en Côte d'Ivoire, quelles sont les priorités les plus urgentes pour un nouveau contrat social qui répond efficacement aux besoins des travailleurs, y compris ceux qui sont dans l'économie informelle? D'abord, pour ceux qui sont dans le secteur, l'application effective de la liberté syndicale, impréalable. Nos États, les structures, le fonctionnement réel, efficace des structures de dialogue. Ça, pour les travailleurs, ce sont deux éléments importants. Vous voyez, généralement, on crée des structures comme des enjoliveurs. Ah, l'OIT dit que dans mon pays, il y a une structure de dialogue national qui est tripartite. Oui, mais quel est son impact sur la vie des travailleurs? C'est ce que je disais tantôt tout à l'heure pour la Côte d'Ivoire. Ces avis ne sont pas respectés par les entreprises et par les responsables de l'administration publique qui sont épinglés sur un certain nombre de faits. Deuxième élément, la structure elle-même qui est donc à l'intérieur d'un département ministériel voit dans un autre département ministériel où c'est la grande structure de dialogue où elle doit aller. Peut-être c'est un ministre de l'autre côté qui fait. J'ai participé un jour à un débat avec un autre ministre où on vient se demander mais comment c'est une structure qui sort d'un autre ministère qui vient me faire injonction. Un directeur d'une structure ou bien même un directeur, je ne peux pas me faire injonction. Moi, le ministre de ma structure. Donc, l'ancrage. Ce n'est même pas pour la Côte d'Ivoire. L'ancrage de l'autonomie des structures. Dans le nouveau contrat social, l'ancrage de la structure nationale du dialogue va être important. Elle doit même être au demeurant une institution. Parce que c'est le dialogue qui régule la paix sociale, qui crée le développement. Si ce dialogue-là est vicié, mais tout se complique. Donc, l'ancrage. Il faut que dans le nouveau contrat, on insiste sur l'ancrage. L'autonomie de la structure sociale du dialogue. C'est des éléments importants. De l'autre côté, au niveau du secteur informel, oui, c'est les travailleurs indépendants. Comment on doit s'y prendre? Les organiser en syndicat, mais c'est bien, mais sachant qu'ils sont indépendants. Donc, lui-même, il est son employeur. Donc, en ce moment-là, quel est l'élément le plus important? Sa formation. Pour que là, le travail qu'il a choisi d'exercer, il y ait donc des performances et il y a une certaine productivité qui améliore ses conditions de vie. Les outils de protection sociale mis en place par les décideurs, l'État, qui doivent être en faveur, comme la Côte d'Ivoire a ouvert la brèche avec le travail social, avec le régime social des travailleurs indépendants, RSI, avec la CEMU, ces outils-là. Mais mieux, après ça, les syndicats, eux, doivent s'approprier ces travailleurs-là à travers les coopératives. Mettons-les en coopérative, les encadrer pour que, en étant dans une coopérative, il soit une forme de production. On peut signer maintenant des accords de partenariat avec des structures de financement. Parce que leur institution, entre griffes, leur entreprise véritable, c'est la coopérative maintenant, qui peut même au demeurant, et ça je l'ai expliqué un jour au DG de la CNPS, qui peut même au demeurant les accompagner dans la protection sociale. Le travailleur indépendant peut-être dit, je paye 10 000 pour ma protection sociale. La coopérative dit en termes de ristourne, moi sur ta contribution de 10 000, je prends 5 000. Parce que la coopérative a des gains. Et comme c'est un bien commun, la seule manière de récompenser,
c'est de promouvoir la protection de la compagnie. Parce que du côté du privé et du secteur public, ils sont accompagnés par leur employeur. Eux, ils ne sont pas seuls. Mais lui, le plus démuni, est seul. Donc là, au niveau donc, de RSTI, Régime social des travailleurs, et puis au niveau de la CMU, le gros problème au niveau de la CMU, ils trouvent cette charge de cotisation, 1000 francs par personne. Oh. Parce que 1000 francs par personne au secteur privé, si tu as un monsieur, sa femme et ses 3 enfants, 5, mais l'employeur paie 2500. Et puis toi, tu payes 2500. Mais si c'est au secteur informel, lui qui est fragile, il est seul, lui seul va payer ses 5 000. Voilà, l'établissement de la justice sociale aussi, c'est ça. Où l'État prend ça en charge, l'État décide de les accompagner parce qu'il y a des ressources dans le pays. Dit pour les travailleurs indépendants, voilà notre contribution en tant qu'État. Parce que l'État, ils sont des producteurs, c'est eux qui supportent. Surtout quand on prend les gens de l'agriculture, tous ceux qui sont dans la distribution, ce sont eux qui font le PIB du pays, en grande partie. Donc, nous, en mettant ces structures déjà dans notre manière de réfléchir, et on est en train de créer les conditions pour que ces travailleurs-là ne soient pas seuls, pour améliorer leurs conditions de vie et puis les accompagner. Parce qu'au demeurant, quand on paie la coopérative, quand on paie la mutuelle, pour favoriser l'entraide, favoriser la protection sociale avec la main, d'où la nécessité de mettre l'accent sur l'économie. Et en ce moment, si le BIT le porte, cette institution, avec les syndicats, avec les partenaires, l'assistance des partenaires au développement, cette fois-ci, les investissements, ça va aller tout droit. Parce que tout ce qu'on paie, on dit ça va aller vers le social, n'arrive pas au bon endroit. Les partenaires au développement signent des accords avec nos États. On dit on va financer, mais ça n'arrive pas au bon endroit. Alors que cette fois-ci, si les acteurs sont identifiés, les travailleurs ont identifié les travailleurs indépendants, dans un partenariat, dans un contrôle rigoureux, je pense que ça va changer les donnes. Juste pour terminer, le 2e sommet mondial pour le développement social est prévu cette année. Selon vous, quelles pourraient être vos recommandations justement pour renforcer le rôle de l'OIT et des mandats tripartites pour la mise en œuvre des conclusions de ce sommet sur le développement social, mais aussi pour façonner le monde d'après 2030 avec les objectifs de développement? D'abord, la définition des politiques nationales, des politiques publiques inclusives. Quand on dit tous les acteurs essentiels, sans oublier les syndicats, parce que généralement, on dit société civile. Généralement, les gars de la société civile qui sont des ONG, je ne les dénigre pas, mais ils n'ont pas de mandat même. La femme et le monsieur créent leur ONG, ils ont eu un coup de pouce quelque part, mais le syndicat, quand on dit représentatif au plan national, quand on dit syndicat représentatif, il y a des cadres dans l'organisation qui sont des ingénieurs, des professeurs d'université qui sont dans le syndicat. Et c'est pourquoi parfois quand on dit non, on n'a pas d'experts. Moi, je suis le président de la centrale professionnelle d'enseignement de Côte d'Ivoire. Mes syndicats, je suis enseignant, donc mes syndicats vont du préscolaire au supérieur. Ah, si j'ai des questions, j'ai des chercheurs. J'ai tout le monde au niveau de l'enseignement, j'ai toute la gamme qu'il faut. Donc, je ne peux pas manquer de compétences. Donc là, il faut, dans la définition des politiques nationales, il faut que ça soit inclusif, consensuel. Ça, c'est un élément. Parce qu'aujourd'hui, avec l'économie des plateformes, des trucs qui vont bien, la nouvelle réglementation qu'on souhaite qui s'ajoute pour qu'on puisse véritablement minimiser comment dirais-je, les dégâts, les aspects négatifs de ces nouvelles créations-là, et puis renforcer les choses, il faut que, au niveau de la définition des politiques nationales, que ça soit inclusif, consensuel. Et puis, la promotion de l'économie sociale et solidaire pour les travailleurs du secteur informel. Pour moi, bien sûr, il faut que dans la création de l'emploi,
la question de la liberté syndicale au niveau des institutions, en Côte d'Ivoire, c'est CPC, qu'on informe déjà l'employeur que vous allez avoir, pour que, voilà les conditions, vous allez créer l'entreprise, mais vous allez avoir accès. Donc, la question de la promotion de la liberté syndicale, chaque employeur, chaque responsable de service, ça que participe est un élément du travail décent. Il faut qu'on écrive ça blanc sur noir à la liberté syndicale. Ouais. Parce que ce sont ces deux aspects-là qui tiennent la vie des travailleurs. La liberté syndicale pour les travailleurs de l'économie formelle et puis l'économie sociale et solidaire pour ceux qui sont dans le secteur informel. Parce que eux, comme c'est des indépendants, c'est lui-même qui est son propre chef. Quand on va le sensibiliser à ça, il va y aller. Merci beaucoup, David. C'est moi qui vous remercie.